Tout de suite, cette question relancée cette semaine par l'ONG France Terre d'Asile. Quel serait l'effet sur l'économie française d'une régularisation massive de personnes sans papier? L'association affirme que si la France régularisait 250 000 travailleurs, cela rapporterait près de 3 milliards d'euros par an aux finances publiques. On va en parler ce soir avec vous, Vincent Beaugrand. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général de France Terre d'Asile, association qui vient en aide notamment aux demandeurs d'asile. Face à vous ce soir, bonsoir Nicolas Pouvreau-Monti. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci à tous les deux d'avoir accepté le principe de ce débat sur le coût ou l'apport de l'immigration en France. Pour être parfaitement transparent, je peux dire que votre observatoire est proche des idées de la droite conservatrice. Pour qu'on voit d'où vous nous parlez, on voit à peu près où est France Terre d'Asile. Alors, je ne dirais pas comme ça, notre observatoire est favorable à un contrôle efficace des flux migratoires, donc c'est effectivement un positionnement. Mais au-delà du positionnement, ce qui compte, ce sont les faits, et je pense qu'on va avoir l'occasion... Bon, et on va en débattre des faits, justement. D'abord, Vincent Beaugrand, 3 milliards d'euros en régularisant 250 000 sans-papiers. Comment vous arrivez à ce calcul ? Merci déjà de nous inviter à ce débat parce que je pense que c'est un sujet très important. Nous, France Terre d'Asile, on est une association qui accompagne les demandeurs d'asile, les réfugiés et qui réfléchissons aussi aux politiques publiques de migration. Cette année, on a décidé de réfléchir sur les politiques publiques budgétaires. Et effectivement, c'est un sujet important aujourd'hui. On a réfléchi donc à plusieurs mesures qui partaient du concret de ce qu'on vit tous les jours. Et c'est vrai que on a 5 mesures, c'en est une que vous avez citée, mais on a 5 mesures qui, au total, font plus de 3,3 milliards d'euros dans le budget de l'État et de la Sécurité sociale. La principale, la plus rentable, je ne sais pas s'il faut parler de rentabilité, étant celle-ci, c'est-à-dire d'intégrer, de donner des papiers à des gens qui aujourd'hui travaillent déjà, je précise, travaillent déjà, souvent dans l'illégalité. Comment on arrive à ce chiffre, simplement ? Eh bien, c'est assez simple, en fait. Quand vous avez 250 000 travailleurs, 250 000 personnes qui travaillent dans l'illégalité ou qui ne travaillent pas, leur permettre de travailler. Ils ont envie de travailler, en fait, ces personnes-là. Leur permettre de travailler, ça veut dire qu'ils vont commencer à cotiser des cotisations donc sociales. Des impôts, des cotisations sociales. Des cotisations sociales. Et en gros, on a fait le calcul, et vous avez le calcul dans notre dossier. On arrive à 2,9 milliards d'euros pour cette mesure seule. Sur le constat, sur le chiffre, Nicolas Pouvreau-Monti, est-ce que vous dites la même chose, c'est-à-dire que ça rapporte à l'économie française de donner des papiers? Écoutez, le constat posé par France Terre d'Asile dans cette étude me laisse assez perplexe, à la fois par le fond du propos, mais aussi par la méthode qui vient d'être évoquée. C'est-à-dire que la méthode, c'est effectivement que France Terre d'Asile estime les cotisations sociales et les impôts supplémentaires qui seraient apportés par des clandestins qui travailleraient aujourd'hui et qu'on régulariserait pour qu'ils puissent être déclarés et payer ces impôts et cotisations sociales. Bon, il me semble que les hypothèses de cotisation dans l'étude sont un peu surélevées parce qu'on parle de revenus qui sont bien au-delà du SMIC, ce qui ne correspond pas au profil des clandestins. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qui me gêne surtout, c'est que l'étude ne prend à aucun moment en compte les coûts générés par la régularisation. Et ces coûts, ils sont de plusieurs natures. D'abord, à partir du moment où les clandestins sont régularisés, ils ont accès à l'ensemble des prestations sociales de droit commun, donc les allocations familiales, les aides au logement, à partir d'un certain temps, la prime d'activité. Par ailleurs, il n'y a jamais d'immigration de travail sans immigration familiale, c'est-à-dire qu'un clandestin régularisé pour le travail, au bout de 18 mois, il peut faire venir son épouse, ses enfants mineurs, qui vont être, et c'est normal, des consommateurs nets de dépenses publiques. Et puis enfin, il y a un troisième coût de plus long terme, qui est celui de l'appel d'air, c'est-à-dire que annoncer une vague de régularisation de 250 000 clandestins, c'est rendre la France spécialement attractive pour de nouvelles vagues d'immigration qui auront elles aussi des implications fiscales et sociales qu'il faudra gérer. Sur ces 3 arguments, Vincent Beaugrand, quelle est votre réponse ? Oui, je vous remercie déjà d'avoir situé un peu ce qui est l'OID, parce que je pense que la traduction qui a été faite ici avec le dévoiement d'un certain nombre de chiffres, je vais y revenir, est important. L'OID, c'est un organisme qui est financé par Pierre-Édouard Stérin. Il l'a reconnu dans ses auditions à l'Assemblée. Je vais simplement dire, si vous permettez, pour la clarté des débats, Pierre-Édouard Stérin, milliardaire, partisan de l'union des droites et qui finance en partie votre observatoire. Parmi d'autres donateurs. Je réponds maintenant. Si vous voulez, comme ça ce sera fait. On ne fait pas tout le débat sur M. Stérin, si vous voulez bien. Le sujet n'est ni l'OID ni Pierre-Édouard Stérin. Non, mais puisque je suis mis en cause, je me permets quand même de répondre. L'Observatoire de l'immigration et de la démographie, c'est un think tank indépendant qui fonctionne avec les dons libres de centaines de donateurs qui ne touche aucun euro d'argent public. L'association que vous dirigez, monsieur, elle a des moyens financiers qui sont littéralement 200 fois supérieurs aux nôtres et qui viennent quasi essentiellement des financements publics. Donc quand il est question de soutien financier, je vous invite à faire preuve d'un petit peu de décence. Allez, on ne fait pas tout sur le financement. Je vais simplement rappeler et vous confirmer que monsieur Stérin est l'un des donateurs parmi d'autres de votre observatoire. On revient sur le sujet du jour, messieurs, si vous voulez bien. Je vais juste finir ma phrase, qui porte un agenda politique et idéologique qui fait que, en fait,
alors que la science dit un certain nombre de choses. Les observations qui sont faites par l'Observatoire sont effectivement des observations détournées. On a un certain nombre d'exemples. Là, sur le sujet en particulier, puisque on est là pour parler du sujet et de cette mesure-là. Aujourd'hui, ces personnes-là, vous le dites vous-même, coûtent. Aujourd'hui, les personnes sans papier coûtent pour la France. Coûtent pour le budget de l'État. La mesure qu'on a mise en œuvre, ces personnes vont, effectivement, vous l'avez dit aussi, coûter des prestations sociales, des APL, etc. Vont coûter, peut-être une petite partie d'entre eux va coûter aussi du chômage. Mais quand nous, on a fait le calcul de ces deux coûts, le coût numéro 1 de la situation actuelle et le coût de la situation projetée, on arrive à peu près à des coûts équivalents. Si vous voulez, on peut les détailler. On a tous les éléments, on peut les détailler. Mais donc là, on a deux situations où les coûts sont équivalents, sauf que dans la situation 2, celle qu'on propose, il y a 2,9 milliards d'euros en plus à coût égal. Vous avez tenu compte Bien sûr, on a tenu compte. Ce n'est absolument pas ce qu'écrit l'étude. On pourra la diffuser en direct. Alors, si vous le souhaitez. Oui. L'étude dit qu'on écarte ce qu'on appelle les effets de second rang, c'est-à-dire notamment les coûts générés par la régularisation. Mais en vérité, le fait que ces clandestins régularisés consomment plus de dépenses publiques qu'ils n'y contribuent, ça n'aurait rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, il y a à peine la moitié des ménages en France qui ont un niveau de vie suffisant pour être des contributeurs nets aux dépenses publiques. Simplement dire que ces clandestins régularisés apporteront plus de recettes qu'ils ne consommeront de dépenses, c'est factuellement faux. Monsieur, je parle en évaluation de politique publique. Vous avez deux choix, deux scénarios. Le premier scénario, c'est rester à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, le calcul qu'on a fait, le coût pour 250 000 personnes, c'est un peu autour de 2 milliards, 2 milliards et demi. On se projette dans la situation qu'on propose. Il y a le même coût, 2,5 milliards d'euros à peu près. On peut faire le détail si vous le souhaitez. Plus 2,9 milliards d'euros en revanche de recettes. Donc on a bien un apport supplémentaire de 2,9 milliards d'euros par notre mesure. Alors, encore une fois, ceux qui veulent se faire un avis regarderont, consulter l'étude. Consulter évidemment, je crois que c'est en ligne sur vos deux, les a trouvés pas plus tard. Absolument, en ligne sur le site de France Terre d'Asile, je me permets de faire de la publicité. Plaisir. Et il est écrit que les effets de second rang, notamment les coûts, sont écartés parce qu'on considère par principe qu'ils vont être compensés par un effet multiplicateur. Je passe là-dessus. En vérité, on touche là à un sujet important qui est une sorte de serpent de mer dans le débat public sur l'immigration, qui est la question de l'immigration de travail. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de secteurs, effectivement, qui emploient beaucoup plus d'immigrés que d'autres secteurs. Les trois secteurs qui emploient le plus d'immigrés aujourd'hui, et notamment des clandestins, ce sont les employés de maison, le secteur du gardiennage et de la sécurité, et les ouvriers non qualifiés du BTP. Alors, ce sont des secteurs louables, mais qui ne sont pas ceux qui apportent le plus de valeur ajoutée, et surtout, ce ne sont pas ceux qui sont exposés à la concurrence internationale. Il me semble qu'il y a aujourd'hui déjà 1,7 million d'immigrés en France qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni à la retraite. La plupart d'entre eux sont légaux. Plus globalement, il y a 2,5 millions de chômeurs, 2 millions de personnes dans le halo du chômage. La priorité des politiques publiques, puisqu'on en parle, ça doit être de remettre ces 4,5 millions de personnes. C'est avec les jeux ne correspondent pas toujours. Ce ne sont pas toujours les... En fait, il faut le penser dans son ensemble. Politique d'immigration, politique de formation, réforme du système social. Moi, je ne me satisfais pas qu'il y ait 4,5 millions de personnes qui sont soit au chômage, soit dans le halo du chômage. Vincent Beaugrand, je voudrais vous interroger, si vous permettez, sur une autre des mesures. Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas que celle-là de la régularisation qui rapporterait 3 milliards à l'économie. Dans les 5 propositions que vous faites, il y a également une proposition qui va sans doute faire un tout petit peu réagir votre interlocuteur du soir, réduire le nombre d'obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, pour réallouer les moyens consacrés aux OQTF vers l'instruction des demandes de titres de séjour. Pourquoi ? Alors j'y viens juste après, mais par rapport à ce qui a été dit, je pense qu'on peut être d'accord sur le consensus économique qu'il y a par rapport aux questions migratoires. L'OCDE, la BCE, l'ensemble des économistes qui sont compétents sur le sujet, ceux de la Paris School of Economics, ceux de la Toulouse School of Economics, démontrent que l'apport des étrangers, l'apport de l'immigration a deux conséquences. La première, c'est qu'effectivement, c'est positif pour le PIB d'un pays. En France, l'OCDE a chiffré entre 2003 et 2018 plus 1,02% en moyenne pour la France. Et deuxièmement, l'apport sur le budget de l'État est de légèrement négatif à légèrement positif. C'est un consensus économique, vous pouvez y aller. Donc par rapport à tout ce que dit monsieur de l'OID, effectivement, on est dans une situation dont on ne profite pas assez en France parce que justement on n'a pas des politiques migratoires assez utiles. Sur les OQTF. Sur la question des OQTF, en France il y a 130 000 OQTF. 130 000 OQTF, c'est le tiers des OQTF produites en Europe. Elles sont produites... Dont un peu plus de 10% aboutissent.
dont un peu plus de 10% aboutissent. Les préfectures sont saturées de la production d'OQTF, donc ne savent pas, sont en difficulté pour en faire des OQTF efficaces. C'est pas automatique une OQTF, c'est une décision administrative qui est faite en fonction, qui doit être étudiée au cas par cas en fonction de la situation de la personne. Donc ces OQTF, nous, on pense qu'il y en a un certain nombre qui sont totalement inutiles, annulés, etc. Et donc on a évalué l'économie potentielle de la suppression de 20 OQTF. On arrive à ce chiffre de 41 millions d'euros. Ouais. Ça évite aussi les drames humains, éviter de faire trop d'OQTF. Vous connaissez le cas de Mamadou Garanké Diallo, qui était un boucher, un jeune mineur non accompagné qui est arrivé en France, qui ensuite est devenu apprenti, qui était à Darnétal, boucher, et qui a reçu une première OQTF, défendue par son employeur, évidemment, par la collectivité locale et par un certain nombre de personnes autour, qui a reçu une deuxième OQTF 2 ans après, qui s'est enfui de peur de effectivement se faire attraper, qui s'est enfui en voulant partir vers l'Angleterre, et ce jeune Guinéen est mort à Boulogne par un accident. Là, on avait une personne qui travaillait, qui était insérée dans un petit village normand, et qui était bouché, qui cotisait, qui apportait à la France, et une décision automatique a fait ce drame. Je pense qu'on a une réflexion à porter globale sur les OQTF, leur efficacité. Nicolas Pouvon-Monty. Deux choses. Alors, sur le coût de l'immigration, c'est pas le sujet du soir. Simplement, l'OCDE... Ah non, on répond pas parce que sinon on va pas s'en sortir. Non, bien sûr, mais simplement... Sur les OQTF, il nous reste une minute. Bien sûr, sur les OQTF. L'OCDE ne dit pas ce que monsieur en dit, mais on pourra y revenir sur un autre plateau si vous le souhaitez. Et par ailleurs, sur les OQTF, en fait, il y a une contradiction entre les deux propositions en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, ou plutôt d'absence de lutte contre l'immigration irrégulière portée dans cette note. D'une part, on nous dit qu'il faut émettre moins d'OQTF pour prioriser les éloignements qu'on souhaite absolument réaliser. Et d'autre part, c'est l'autre proposition. On nous dit qu'il faut supprimer les 1000 places en centre de rétention administrative supplémentaires qui sont prévues et qui sont spécialement faits pour ces profils prioritaires. Les profils qu'on met en CRA aujourd'hui, ils sont à 90% connus pour des troubles à l'ordre public. Un quart d'entre eux sort directement de prison en arrivant en CRA. Donc en vérité, France Terre d'Asile est favorable à une politique de frontières ouvertes. C'est cohérent, mais il faut l'assumer. Et il faut d'autant plus l'assumer quand on vit assez largement de l'argent du contribuable. Merci à tous les deux d'avoir accepté le principe de ce débat. Je sais que vous n'êtes pas d'accord sur grand-chose. Merci de vous être écoutés, d'avoir tenté d'échanger. Merci beaucoup d'être venus ce soir à la table de 60 minutes.